Imaginez une salle emplie de drapeaux, les yeux de tout un pays braquent sur un homme aux lunettes sobres, sourire en coin, voix basse. Il ne porte ni uniforme ni médaille au revers, et pourtant, on l'a déjà accusé d'avoir, sauve le monde, expression dangereuse, presque. Trop brillante pour un politicien discret. Pendant que certains chefs brandissent des épées, Lester B. Pearson, lui, préférera un stylo, un mémo, un regard de biais qui dit « on trouvera un terrain d'entente ». Et derrière cette façade lisse, presque docile, se tient une femme au web plus tranchant que n'importe quel glaive parlementaire. Marion, esprit vif, œil amuse, réplique assassine prête à fuser comme un flash d'appareil photo dans un salon d'ambassade. Si vous croyez que la vie intime d'un prix Nobel est un désert de devoirs et de poignées de main, accrochez-vous, c'est une histoire d'amour dans les couloirs de la diplomatie, de regards vols entre deux réceptions, de confidences échangées à voix basse pendant que le monde tangue, et de rumeurs qui bruissent sans jamais mordre, comme des mouettes autour d'un paquebot qui ne coule pas. Nous allons suivre ce fil tendu, l'ascension d'un jeune homme qui aurait dû devenir professeur, la femme qui le pique du bout d'eux. L'esprit à chaque détour, et la façon dont, ensemble, ils ont traversé la tempête, une tempête appelée 20e siècle. Avant d'être Premier ministre, Pearson est d'abord un garçon de Newton Brook, aujourd'hui à Val par Toronto, né en 1897, élevé dans un foyer méthodiste où l'on croyait à la discipline et au service. On l'appellera Mike, surnom rapporte d'un terrain d'aviation de la Première Guerre mondiale, parce que Lester sonnait trop doux, pas assez belliqueux pour un instructeur à l'humour brutal. Ironie du destin, ce sobriquet guerrier restera accroche à un homme devenu, plus tard, le visage d'une paix agile et négociée. La guerre l'avait presque fauche, un camion l'éjectait d'un aérodrome britannique, et la vie, par une torsion romanesque, le redirigeait vers les bibliothèques d'Oxford, puis vers les amphithéâtres de l'Université de Toronto. Là, au détour d'un couloir, il croise celle qui deviendra son allié indocile, Marion Moody, étudiante à l'esprit indomptable, regard clair, rire prêt à renverser les civilités trop polies. On les imagine facilement dans un petit café près du campus, lui, penche sur des notes d'histoire, elle, posant une question trop directe pour un temps trop convenu. Il lui parle de dossiers poussiéreux et de grains de blé comme si l'économie pouvait expliquer le cœur humain, elle répond par une pirouette. J'aime deux sortes d'hommes, les domestiques et les étrangers, lancera-t-elle plus tard, quand la politique fera d'elle une cible de curiosité. Leurs débuts sont simples, presque timides, un mariage en 1925, une vie qui s'enroule autour d'un projet commun, tenir, ensemble. Dans l'ouragan des ambitions publiques. Puis vient la tentation qui guette tous les couples projetés en pleine lumière, la mondanité. Elle n'est pas une femme trophée, elle tranche, elle brille, elle gaffe parfois avec élégance. Aux réceptions, Marion refuse les courbettes, plaisante sur les hâtes impossibles qu'exige la politique, lorgne les journalistes avec cette ironie tendre qui les désarmait. Pearson, lui, avance comme un patineur sur un hack fin, une glissade maîtrisée, un appui précis, aucune fracture. Ensemble, ils apprennent la chorégraphie, une main sur l'épaule, un signe du menton, un mot place entre la soupe et le plat, pendant que la carrière de Mike bondit, Washington comme ambassadeur, puis les allées vitrées des Nations Unies. Derrière l'éclat des verrières, une règle tacite, la loyauté se dit en prive, les désaccords se lavent à huis clos. Les rumeurs? Bien sûr qu'elles existent, toujours prêtes à s'accrocher à la moindre ombre, mais les archives, elles, demeurent avares de scandales charnels. Ce qui circule, ce sont des éclats de repartie de Marion, pas des listes de maîtresses. Les salons se souviennent de ses piques plus que de ses sciences, signe qu'ici, l'intrigue n'est pas coucherie, mais langage. Comment tenir à deux, quand chacun attire la lumière à sa façon? C'est dans ce décor que se joue l'acte qui changera le visage du monde, l'automne 1956, le Moyen-Orient s'embrase. La crise de Suez a déjà fait voler les alliances en éclats quand Pearson arrive avec une idée simple et folle. Une force d'interposition. Sous l'égide de l'ONU, la première du genre à grande échelle, pour séparer les armées sans humilier les gouvernements. Il n'est pas seul, D.A.G. Hammarskjöld, le secrétaire général, pousse la même vision, mais Pearson parle au capital comme on parla. Des voisins à couteau-tir, respect, fermeté, une voie de sortie qui sauve l'ego autant que la paix. Personne n'applaudit dans les coulisses, pourtant, au printemps suivant, Stockholm le couronne d'un Nobel de la paix. À Ottawa, certains grincent des dents, a-t-il trahi l'Empire britannique?
À la table de la cuisine Pearson, Marion serre le œuf et lève un sourcil. Tu as raté plusieurs occasions de t'asseoir, lui glissera. Tel un jour après un discours trop long. Même les victoires ont des épouses qui veillent aux transitions de phrases. La politique, cependant, ne se satisfait jamais de récompenses, elle réclame des preuves nouvelles. En 1963, Lester Pearson arrive au 24, promenade Sussex comme Premier ministre. Il y apporte, avec ce calme de professeur qui énervait ses adversaires, un agenda d'une audace tranquille, un nouveau drapeau pour une identité qui se cherche, une pension publique pour l'âge fragile, un régime universel d'assurance maladie à coudre entre fédéral et province, la reconnaissance officielle du bilinguisme qui transforme non seulement la signalisation mais l'imaginaire. Rien de spectaculaire au sens théâtral, et pourtant, de quoi redessiner la vie quotidienne de millions de gens. Pour les intimes, cette métamorphose du pays se joue sur fond de routine minutée, réception, banquet, photos, voyages. Chaque poignée de main officielle a son revers, un retour tard, les chaussures qui grincent dans le haut, la voix de Marion dans l'embrasure qui demande si tout s'est bien passé et, parfois, qui tacle d'une plaisanterie le protocole qui guette. Le drapeau, surtout, devient la scène d'un duel presque intime avec la nation. Un soir de juin 1964, Pearson dégaine dans la chambre une vision, 3 feuilles d'érable sur fond blanc, encadrées de bandes bleues. Le pays se déchirait, les vétérans crient à l'oubli de l'Union Jacques, l'opposition, menée par John Diefenbaker, transforme la querelle en croisade personnelle. Les comités accumulent les esquisses, les journaux comptent les lettres des lecteurs comme on compte des votes. Dans les couloirs, Pearson tient la ligne, un symbole moderne, simple, qui parle à tous, des maritimes aux rocheuses. Finalement, c'est une autre proposition, une feuille rouge unique, 2 bandes rouges, qui s'impose au terme d'une bataille parlementaire. Si après que l'on utilise la clôture pour mettre fin au débat. Le 15 février 1965, le nouveau drapeau se déploie. On raconte que Marion, ce jour-là, eut un sourire sans ironie, comme si la feuille, enfin, convenait autant à la tête bien faite de son mari qu'à son goût pour les gestes nets. Et pendant que l'iconographie nationale se fixe, la mythologie intime se bâtit elle aussi, à coups de petites scènes méconnues. Par exemple, la façon dont Marion tue une question indiscrète d'un journaliste en réclamant 3 beignets et 6 cafés. Ou ce trait, célèbre parce que si court et si juste, derrière chaque homme à succès se tient une femme, surprise. Rien d'un cri de rancéure, plutôt une manière élégante d'exhiber les coulisses, le travail invisible, les chocs d'ego, la logistique. D'un couple qui apprivoise l'histoire. À ceux qui cherchaient des frasques, Marion opposait une grammaire, l'ironie comme garde-fou, la repartie comme bouclier, la plaisanterie comme scalpel. Et si l'on vous parle de « maîtresse », demandez des noms, des dates, des preuves, vous trouverez surtout, dans les archives, un vide respectable. Les intrigues de Pearson se logent ailleurs, dans ses caucus, ses arbitrages, ses nuits blanches à chercher une formule qui passe. Une coalition qui tienne, un compromis qui ne sente pas la capitulation. C'est là, peut-être, le cœur du suspense affectif, comment 2 personnes si différentes tiennent-elles ensemble alors que le premier rôle aspire tout. Lui, l'homme des formules sereines, des dossiers porte comme des livres de chevet. Elle, l'étincelle qui suppose qu'on peut rire. De tout, y compris de l'ego politique. Il y a des soirs de fatigue où la voix de Marion mord plus qu'elle ne caresse, et des matins de conseil où personne voudrait que l'humour se taise. Mais la tension crée une musique, et c'est cette musique qui les protégeait. Quand Pearson revient d'une joute parlementaire, elle lui dit parfois qu'il rate plusieurs occasions de s'asseoir. Derrière la blague, une exigence, écourter, écouter, laisser de l'air. En prive, il discute sec, en public, il danse. Et dans cette danse, nulle main étrangère ne s'interpose avec quelques preuves tangibles. Les chroniqueurs qui, à l'époque, cherchaient des drames de boudoir ont dû se contenter des drames nationaux, pension, santé, langue, drapeau. La passion, chez les Pearson, passe par la patience. Si vous cherchez la scène choc, la voici, Ottawa, une nuit d'hiver, lorsque la Chambre tranche enfin sur le drapeau, au terme de semaines de filibuster. Il est 2 heures du matin passé, dans les couloirs, des manteaux reluisent d'une neige glacée. Pearson sort, épuisé, le visage pâle, les épaules basses, non pas vaincues, mais comme vides par la dispute nationale qu'il a fallu accepter, canaliser, apaiser. Dans la voiture, Marion l'attend. Elle ne dit rien d'abord. Puis elle se penche et, au lieu d'une tirade,
offre une phrase presque chuchotée. Eh bien, Mac, on n'a pas tout perdu. On a même gagné notre propre circonscription. Éclat de rire, soupir, le moteur démarré. Cette complicité, prouvée non par la ferveur des tabloïds, mais par la constance des témoins et l'éclat durable d'une heure publique. Sera leur vraie intrigue. L'amour, ici, n'est pas scandale mais endurance, une manière de tenir l'un à côte de l'autre pendant que l'histoire éclate, sans ménagement, qu'on laisse la porte du salon ouverte. À partir de là, tout s'emboîte, l'État-providence canadien se muscle, le régime de pension, l'assurance maladie en marche, pendant que la société se transforme. Pearson, devenu le professeur patient d'un pays adolescent, pose les balises. Marion, la femme qui n'aime pas les chapeaux mais aime ridiculiser l'obligation d'en porter, pique le protocole jusqu'à l'assouplir. Et, oui, la célébrité attire toujours les histoires, mais ce récit vous attendait pour une autre raison. Les vies qu'on admire le plus sont aussi celles qui se dérobent aux fictions faciles. Chez eux, la romance tient dans la conversation, pas dans la transgression, la subversion est verbale, l'intrigue est institutionnelle. Quand viendront les adieux à la fonction, l'humour de Marion résumera la nouvelle proximité conjugale d'un trait, je l'ai épouse. Pour le meilleur ou pour le pire. Je ne l'ai pas épouse pour le déjeuner. Et l'on devine le sourire de Mike, ce sourire qui excusait tant de raideur, répondre, très bien, Marion. Parlons plutôt du dîner. Alors oui, nous avons commencé par une promesse de révélation, et ce que nous trouvons est plus subtil, moins de scandale, plus d'épaisseur humaine. Dans l'ombre fragile des légendes nationales, la vérité a la forme d'un couple soude à force d'intelligence partagée et de reparties qui claquent. Nous continuerons, car les années qui suivent, des dernières batailles de Pearson aux mémoires laissées par leurs proches, prolongent. Cette tension féconde, comment aimer quand la politique exige qu'on appartienne à tous? Et que laisse-t-on à la femme qui refuse les révérences et préfère la phrase juste? La suite vous le dira, avec des scènes encore, un bureau vide, des cartons de discours, des lettres d'adieu, et, sur une table, un petit écrin où brille un Nobel, non pas une médaille de sainteté, mais la trace matérielle d'un pari, que la paix, parfois, se fabrique. À deux, un diplomate de métier et une démystificatrice de génie. Il y a un plan séquence qui explique mieux que tous les traites de sciences politiques ce qu'était Lester B. Pearson à l'apogée de sa carrière internationale, couloir feutre, tapis qui avale les pas, un Canada encore perçu comme une puissance moyenne qui se faufile entre les géants. On croit entendre, dans la poche de veste, le cliquetis feutre d'un stylo plume et, derrière, comme une seconde bande-son, l'ironie tendre de Marion, raccourci. Coupe. Laisse-leur un pont pour reculer sans perdre la face. C'est la méthode Pearson, ajustée au millimètre en mission à Washington d'abord, puis dans la verrière de l'ONU, et portée à incandescence. À l'automne 1956 quand la crise de Suez met le monde au bord d'une fracture géopolitique. À chaque capitale, son langage. Aux Britanniques, le respect, aux Français, la nuance, aux Américains, la preuve qu'un compromis peut sentir la victoire, aux Égyptiens. La promesse que la dignité survivra à la tempête. Le miracle? Une force d'interposition, multinationale qui ne soit pas une armée d'occupation, une invention diplomatique si simple, si nouvelle. À cette échelle, qu'elle changera la boîte à outils de la paix pour des générations. La médaille suédoise viendra l'année suivante, lourde, exacte, presque timide dans son écrin. Sur la fiche officielle, c'est clair, prix Nobel de la paix 1957. Derrière l'inscription, une idée devenue architecture, on peut empêcher la guerre en interposant des casques bleus, non des ultimatums. Revenons pourtant à la cuisine des Pearson, ce théâtre intime où les enjeux planétaires se réduisent à la taille d'une table. Il y a des soirs où Lester rentre casse d'avoir ménage 3 susceptibilités et 2 pulsions de gloire. Marion le regarde, pèse le discours, puis tranche avec une précision qui ferait pâlir un rédacteur de notes diplomatiques. Tu as manque plusieurs occasions de t'asseoir. La phrase est un classique, souvent cite, parce qu'elle est un vaccin contre l'enflure oratoire. Tout Pearson est là, l'homme qui voit loin et la femme qui l'oblige à atterrir. Leur pacte tacite tient en quelques lignes, lui, écarter la catastrophe, elle, écarter le superflu. La presse, friande de drames conjugaux, cherche parfois le detail croustillant. Ce qu'elle trouve, plus sûrement, ce sont des traits d'esprit qui circulent encore aujourd'hui comme des cartes postales, derrière
Chaque homme à succès se tient une femme. Surprise, oui, 3 beignets et 6 cafés, et ce coup de patte reste célèbre au moment de la retraite, quand Pearson est plus souvent à la maison, je les épouse pour le meilleur et pour le pire. Je ne les pas épouse pour le déjeuner. Ces répliques ont une histoire, des signatures dans les journaux, et une postérité qu'on retrouve jusqu'aux encyclopédies, elles dessinent un tempérament public, pas une liste d'écarts prives. Alors, les intrigues. Le mot est séduisant, il promet une coulisse enfumée, un parfum interdit. Mais quand on fouille les biographies solides et les notices qui font autorité, on tombe surtout sur l'épaisseur d'un mariage durable. Et la silhouette d'une femme qui refusait les courbettes. Des rumeurs? Comme autour de toute figure de premier plan, bien sûr, et plus encore dans une capitale où la politique aime confondre la confidence et la mise en scène. Des preuves dignes de l'histoire. Non. Les dossiers sérieux racontent Newton Brook, Oxford, l'Université de Toronto, le ministère des Affaires extérieures, Washington, l'ONU. Suez, puis Ottawa, il raconte un couple qui a 2 enfants, un fils, Geoffrey, et une fille, Patricia. Il raconte une partenaire au franc-parler, pas une galerie de maîtresses. Dire cela n'est pas blanchir un personnage par dévotion, c'est regarder ce que disent les archives qui font foi, celles qu'on cite. Et qu'on vérifie, pas les murmures réchauffés. Et pourtant l'ascension publique, elle, ne désarmait pas. 1963. Le Canada glisse la clé de son gouvernement à Pearson. Il arrive avec un agenda qui, dit-on, manque de panache théâtral. L'ironie, c'est qu'il sera révolutionnaire par petites touches, un régime de pension qui sécurisait des vies entières, un socle d'assurance. Maladie à élargir province par province, le bilinguisme qui se met à façonner la signalétique et le visage d'État. Les Canadiens, eux, ne voient pas un héros de la bannière mais un professeur obstine, qui explique, qui additionne, qui revient avec une meilleure version du compromis jusqu'à ce que la machine institutionnelle dise oui. Et au milieu de cette mécanique, une idée hautement inflammable, remplacer l'ancien décor rouge à l'Union Jack par une figure neuve. Claire, que tout le monde reconnaîtrait d'un coup d'œil. Ce sera à querelle du drapeau, et elle prendra des allures de dramaturgie conjugale entre le pays et son image. Pearson veut un signe sans loyauté impériale, ni croix, ni lion, une feuille d'érable qui appartienne autant à l'Acadie qu'aux prairies. Diefenbaker, en face, incarne le camp de la mémoire impériale et veut honorer les races fondatrices. Les nuits parlementaires deviennent longues, le filibuster s'étirer comme un hiver sans fin, il faudra en venir, à l'aube glacée de décembre 1964, à la clôture, pour qu'un vote tranche à 2h15 du matin, 163 contre 78, la feuille rouge centrée entre 2 bandes. Rouge s'impose, net, presque minimaliste. Le 15 février 1965, elle claque au vent pour la première fois. C'est un moment de mise à nu, un pays qui décide de l'image qu'il se fait de lui-même. Pearson a perdu beaucoup d'énergie et gagne un symbole. Dans la voiture, ajoutent les chroniqueurs, Marion trouve la réplique pour mieux respirer. Nous avons tout perdu. Nous avons même gagné notre propre circonscription. C'est du Marion pur sucre, se moquer du tragique pour l'apprivoiser. Ce qui fascine, dans ces années, c'est le montage alterne entre l'estrade et le salon. Littéralement, on peut passer d'une scène de chambre des communes, où s'empoignent des visions du Canada, à une scène de vestiaire. De réception où Marion réarrangeait la plume de son chapeau en disant qu'au fond, le plus difficile en politique, ce sont les couvre-chefs convenables. Elle finit par les détester d'utilité, on l'a dit même à l'origine d'une petite révolution de protocole, plus question de s'incliner. Devant le gouverneur général, la révérence, c'est bon pour la monarchie, pas pour la démocratie canadienne. À sa façon, Marion politise l'intime, elle désamorçait la théâtralité de cour, elle la remplace par un humour de cuisine, du café, des beignets, et le refus de sacraliser les apparences. À ce jeu, elle attire autant la sympathie que la crispation des traditionalistes. Mais c'est cohérent avec Pearson, un couple qui dénonçait la révérence, un pays qui se sépare de l'Union Jack, un style qui refuse le cérémonial vieilli, une diplomatie qui invente les castes bleues plutôt que les ultimatums. Les lignes se répondent. Au-delà des symboles, la trace la plus profonde de ces années se lit dans des dossiers qui paraissent secs sur le papier et qui, mis bout à bout, racontent des existences transformées, des retraites moins angoissées, la perspective d'un médecin sans ruine financière.
Des panneaux bilingues qui disent à la minorité qu'elle n'est pas une parenthèse. Ce sont des réformes qu'on ne filme pas facilement, trop de comités, trop de lectures en 3e séance, mais ce sont des tremblements de terre invisibles. Les opposants parlent d'étatisme, les partisans de solidarité moderne. Pearson, lui, se contente d'empiler les votes minoritaires. Ou soutenus par l'autre bord, jusqu'à bâtir un édifice. Si l'on cherche l'intrigue, elle est là, dans l'art de faire passer ce qui semblait politiquement impossible la veille. Les « maîtresses », au sens sensationnaliste, n'en sont pas. Ces véritables amours, au-delà de Marion, s'appellent compromis viable, coalition improbable, texte adopte. Et cette fidélité la laisse des dates, des références, des rapports, pas des ombres. Sur cette période et ses réformes, les synthèses biographiques restent la meilleure porte d'entrée. Reste l'homme. Comment respirait-il au milieu de tout cela? Comme toujours, à travers quelques phrases, ces fragments qu'on cite parce qu'ils résument l'ossature, la meilleure défense de la paix n'est pas la puissance, mais la suppression des causes de la guerre. On retrouve cette ligne dans ses discours, reprise et adaptée, parfois tronquée, elle parle de méthode, pas d'idéologie. La paix n'est pas une prière, c'est une ingénierie. À la maison, la maxime devient presque un rituel, on retire les causes de la dispute, l'ego, la longueur, les chapeaux, on garde la structure, respect, écoute, une sortie honorable pour l'adversaire. Et lorsque l'on voudra caricaturer Pearson en aimable modéré, on oubliera que la modération, chez lui, était une stratégie de conquête, pas une absence de courage. Il faut une solide audace pour imposer un drapeau contre la moitié d'un pays et tenir le timon pendant que les vents contraires se croisent. Code presse, People, la tentation du feuilleton sentimental ressurgit à intervalles réguliers, comme la marée des petites capitales. Mais l'équation ne change pas, plus on cherche, plus on retombe sur Marion, ses traits, ses gestes, ses décisions minuscules qui dégonflent l'apparat et sur un couple qui a vieilli ensemble sans offrir de scandale durable aux tabloïds. Les biographies exigeantes, celles qui consultent les correspondances et recoupent les témoignages, n'érigent pas d'autel à une vertu. Irréprochable, elles se contentent de constater l'absence de matière. La rumeur s'use faute de carburant. Elles intriguent, d'un point de vue narratif, reste donc à inventer ce que nous faisons ici en révélant la vraie tension. Deux personnalités différentes, l'une qui dose, l'autre qui pique, et un pays qui change de peau entre leurs joutes de salle à manger et les votes à l'aube. Il y a une image que j'aime pour clore cette traversée des années brûlantes. Un soir d'hiver, Ottawa exhale une buée blanche et les haut-parleurs de la chambre crachent encore des arguments. Pearson, épuisé, prend place dans une voiture qui sent le caoutchouc mouille. Il jette un regard en arrière vers les fenêtres allumées. Marion, en manteau sombre, referme la portière avec un geste précis. La capitale est entrée dans la modernité par un vote, eux deux rentrent chez eux par la banalité du trajet. On imagine la radio réglée trop bas, l'ombre du Parlement qui s'efface, et cette pensée qui monte, au bout du compte, la politique. La plus durable ressemble à ces routes d'hiver, on les jugerait plates, sans relief, et pourtant elle relie tout. Le Canada, désormais, a une feuille rouge au cœur, et, dans une maison de briques, un couple se permet une blague de fatigue. Aucun paparazzi, pas de téléobjectif, seulement des témoins qui raconteront plus tard, et des archives qui confirmeront ce qui compte. Prix Nobel en 1957 pour une invention de paix, drapeau adopte dans la douleur en 1964 pour une identité assumée, un mariage qui traverse ses secousses avec une dose rare de sarcasme tendre. Enfin, si ce récit semble refuser le scandale facile, c'est parce que l'époque et les sources nous y obligent. Les relations avec les femmes, les journalistes de l'époque adorent la formule, renvoient surtout à Marion, à sa voix libre. À sa manière d'ouvrir une fenêtre dans des salles trop chargées de rites, et à quelques portraits croques lors de réceptions où la politique se donnait des airs de bal. On a des dates, des journaux, des livres, des entrées d'encyclopédie pour l'attester. Le reste, c'est la tentation du romanesque, charmante à l'oreille, mais infidèle au réel. Et dans une histoire vraie, l'émotion ne vient pas d'une transgression répétée, elle vient de cette marche obstinée vers une idée. Du pays qui, en quelques années, attroque des symboles et installe des protections collectives. Le Canada n'était pas un roman photo, et Pearson, encore moins un Don Juan, un ingénieur de la paix, un sculpteur de consensus, et à la maison, un homme qui n'aimait pas les discours trop longs, sous le regard d'une femme qui savait le lui dire avec panache.
On pourrait croire qu'après la bataille du drapeau et la médaille suédoise, le film ralentit. C'est l'inverse, l'intrigue collective s'accélérait, et l'on passe en transition d'un bureau Lambris à un chantier national ouvert. Au vent, une série de chantiers, en vérité, qui vont reconfigurer la vie de millions de Canadiens sans jamais offrir le grand plan. Héroïque dont raffolent les biopics. La caméra se cale au niveau des genoux, réunion trop longue, cerne au petit matin, dossiers qui s'empilent comme des villes de papier. Pearson, stylo pose en travers de la lèvre, écoute plus qu'il ne parle. Il y a des soirs où il rentre et dépose son manteau dans l'entrée. Marion, adossée à la porte de la cuisine, fin de compter le nombre de phrases superflues qu'il a prononcées dans la journée. Combien d'occasions de t'asseoir, Mike? Il sourit, capitule, puis replie sa haute silhouette dans une chaise qui attend ce rendez-vous domestique comme on attend la réplique d'une partenaire sur scène. Au dehors, la neige d'Ottawa absorbe le bruit des pneus, au dedans, on enjongle le protocole pour parler des choses qui piquent. L'économie, la langue, la santé, les vieux jours, tout ce que l'on ne voit pas sur une affiche mais qui vous accompagne jusqu'au dernier souffle. La première secousse, c'est un accord qui n'a rien de romanesque, mais qui fera basculer l'ossature industrielle du pays, l'autopacte. Janvier 1965. Pearson et Lyndon B. Johnson signe un texte à l'allure technique, Canada United States Automotive Products Agreement. Sur le moment, l'expression n'évoquait ni fanfare ni défilé. Pourtant, en les usines d'Oshawa et de Windsor, dans les parkings des banlieues naissantes, les conséquences sont immenses, intégration continentale de la filière, rationalisation des chaînes, modèles allégés ici, production à grande échelle là-bas, emploi, salaire, tension aussi. C'est l'un de ces actes politiques qui ne se voient pas mais qui s'entendent, chaque matin, quand un moteur démarrait. Pearson, le diplomate, a transposé au commerce l'art d'aligner des intérêts divergents sur une courbe commune. Les éditorialistes parlent d'audace pragmatique, les ouvriers, eux, comptent les heures. Sous la table, Marion lève les yeux au ciel quand on lui demande si elle comprend la portée historique d'un texte pareil. Je comprends surtout les couvre-chefs qu'on m'impose pour les photos, murmure-t-elle, et l'on devine sa petite guerre au chapeau. Reprendre, avec la même énergie qu'elle met à évider le cérémonial de sa pompe. Puis vient le chantier des retraites et de la santé, deux mots trop sages pour dire le tremblement discret qu'il déclenche. En 1965, le gouvernement Pearson met en place le régime de pension du Canada, caisse contributive qui n'a rien d'une extravagance idéologique, mais tout d'un filet tendu sous une société qui vieillit. On ajoute, réforme par réforme, des pièces qui consolident l'assurance maladie universelle à l'échelle du pays, en négociant avec les provinces comme on tisse, point après point, avec patience et entêtement. Cela ne fait pas la une des journaux tous les jours, cela change, pourtant, la manière d'habiter sa propre finitude, et l'on pourrait filmer ses avancées comme on filme un lever de soleil, si l'on croit le paysage immobile, alors que tout s'éclairait. À cette architecture sociale s'ajoute un pari identitaire à long terme, prendre au sérieux la dualité linguistique du pays, et surtout la traiter politiquement. En juillet 1963, Pearson crée la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, la Laurent Dodinton avec un mandat qui sonne comme une promesse et une alarme, reconnaître ce que la Confédération doit à deux peuples fondateurs, et à l'apport des autres, puis recommander des mesures concrètes. On n'imagine pas, depuis aujourd'hui, la charge explosive d'un tel mandat au début des années 1960. Pourtant, c'est l'une des scènes mère de la modernisation canadienne. Dans des salles où l'on bâille sur des paragraphes, on dessine l'avenir des écoles, de la fonction publique, de l'imaginaire. Pearson n'a pas le charisme d'un tribun, mais il a compris ceci, l'unité n'est pas un slogan, c'est une mise en chantier. 1967, année centenaire. Drapeau neuf, expo à Montréal, ferveur de fête. Pearson s'empare de la date non pour flatter la nostalgie mais pour fonder un rituel national moderne, l'Ordre du Canada. Idée simple et puissante, reconnaître, chez soi, l'excellence de ceux qui embellissent le pays. À la Chambre des communes, le 17 avril, il annonce que la reine approuve, sur recommandation du gouvernement, les lettres patentes instituant l'ordre. Le 1er juillet, les premiers récipiendaires sont investis. L'ornement est neuf, le geste ancien, remercié publiquement, et pourtant l'ensemble paraît inédit, exactement ajuste à l'ambition d'un pays qui s'offre de nouveaux symboles, après la feuille qui claque au vent,
un ruban qui rassemble les mérites. Même année, autre bascule, moins spectaculaire mais décisive, le système de points pour l'immigration. À Ottawa, on troque les préférences discrètes et les critères hérités d'un autre siècle contre une grille ouverte qui évaluait les candidats. Selon des points formation, langue, âge, perspective d'intégration. Ce n'est pas un gadget bureaucratique, c'est un réglage fin de l'hémodynamique d'une société qui veut croître sans renoncer à l'équité. On pourrait filmer la scène, un fonctionnaire pose la nouvelle grille sur le bureau, Pearson incline la tête, Marion ironise sur la passion canadienne pour les formulaires, puis, plus sérieusement, elle salue l'abandon des hiérarchies de façade. Désormais, des femmes et des hommes venus d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine franchiront la porte parce qu'un pays a choisi de mesurer autrement le potentiel humain. Mais c'est aussi en 1965 que la tension dramatique atteint, sur le plan international, une montée brusque. Avril, Philadelphie, à l'université Temple, Pearson plaide pour une « pause » dans les bombardements américains au Nord-Vietnam. Une façon, diplomatique, d'offrir un pont vers la négociation. Le lendemain, convoque à Camp David, il s'entretient avec Lyndon B. Johnson. La scène est devenue légende, le président, furieux qu'un allié exprime une réserve sur le sol américain, aurait saisi Pearson par les revers en lâchant une phrase violente, « You pissed on my rug ». Les archives publiques n'en gardent pas un enregistrement sonore, mais la presse, des mémoires, des travaux universitaires et des témoins on fixe l'anecdote, souvent au conditionnel. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que Pearson, en sortant, ne souffle mot de l'orage, il salue la conversation amicale. Diplomate jusqu'au bout des nerfs. Derrière, dans la voiture qui repart vers Washington, on imagine Marion qui, informée, lâche une pointe si fine qu'elle perce la mauvaise humeur sans verser dans l'indignation. La politique étrangère, ici, ressemble à un dîner trop sale, on se tait, on boit de l'eau, on avance. Ce moment-là dit tout de la méthode Pearson, ce n'est pas anti-américanisme, c'est la chirurgie du possible. Du côté de Washington, on grince, à Ottawa, on note que la marge de manœuvre d'un premier ministre minoritaire se joue dans les interstices. Rester dans l'orbite de Lali, mais assez loin pour ne pas s'aligner les yeux fermes. Marion, encore, donne la boussole domestique, laisse-leur un pont pour reculer sans perdre la face. L'aphorisme n'est pas dans ses citations publiées, mais il condense l'esprit qu'on lui prête, une ironie qui n'humilie pas, un sens moral qui n'interrompt pas la négociation. Et l'on mesure soudain ce que signifie « relation avec les femmes », dans cette histoire-ci, pas des conquêtes, mais des complicités. Marion, bien sûr, mais aussi, plus tard, Landon, l'épouse de leur fils Geoffrey, diplomate devenu ambassadeur, militante des droits de l'enfant qui trimballera au bout du monde, de poste en poste, une énergie sans révérence inutile. La légende privée des Pearson n'est pas un carnet de balles, c'est une constellation de femmes qui dégonflent l'apparat et font passer les choses sérieuses. Pendant ce temps, la grande mécanique politique tourne. À Ottawa, au sein du cabinet, des visages neufs apparaissent. Un député montréalais, professeur de droit, d'abord discret, a le don d'aimanter les objectifs, Pierre Elliott Trudeau. Pearson, qui n'a jamais eu besoin d'un miroir pour se coiffer, comprend pourtant ce que signifie l'électricité que déclenchait ce collègue. Il mesure aussi la limite d'un gouvernement minoritaire qui a gagné beaucoup sans gagner assez. Décembre 1967, il annonce qu'il quittera ses fonctions au printemps. Ce n'est pas un renoncement, c'est une transition offerte avec élégance, comme on passe un relais en plein effort, quand la foulée de l'autre promet d'allonger l'allure. Avril 1968, au centre civique d'Ottawa, les libéraux se choisissent un chef, Trudeau. Pearson n'apparaît pas en vieille aigloffance, mais en maître patient, presque soulage que l'aventure continue sans lui, portée par une énergie neuve. Si l'on revient, un instant, au salon des Pearson, on surprend des scènes minuscules qui racontent mieux que des éditos lalurdés. Un couple sous éclat public. Un journaliste, un jour de campagne, lance « Madame Pearson, avez-vous quelque chose à ajouter ?» Oui, 3 beignets et 6 cafés. Un autre insiste « Qu'avez-vous pensé du discours du Premier ministre ?» Il a manque plusieurs occasions de s'asseoir. Et, au moment de la retraite, ce trait déjà cite 1000 fois, mais qui garde son sel, je l'ai épouse pour le meilleur et pour le pire. Je ne l'ai pas épouse pour le déjeuner. Ces saillies ne sont pas des caprices, ce sont des outils. Elles percent la bulle,
elle réinstalle le réel dans une piste trop pleine de vanité. Et quand on tente de faire de Marion une mondaine, elle renverse le décor en moquant l'obligation d'incliner la taille devant le gouverneur. Général, révérence qu'elle contribue, dit-on, à faire disparaître du protocole. La fin du mandat ne ressemble pas à une sortie de scène théâtrale, mais à une marche lente vers une porte ouverte sur un jardin d'hiver. Pearson a plus de 70 ans, il apporte un pays de la bannière impériale à la feuille rouge, de la bonne volonté à la paix. Outillé, des rentes chancelantes à un régime de pension, des hiérarchies migratoires au point déclaré. Quand il se retire, il laisse derrière lui un chantier dont d'autres fixeront les finitions, Trudeau, puis bien d'autres. Mais la signature, elle, reste. On pourrait griffonner dans la marge, ici, un professeur impose la patience comme méthode politique. Dans une boîte, quelque part, l'Ordre du Canada brille comme une idée devenue médaille, sur un pont autoroutier, quelque part, un camion d'assemblage file vers la frontière sous les règles de l'autopacte, dans une salle de classe du Manitoba, une élevée salue. Son professeur en français, puis en anglais, dans une rue de Toronto, un médecin accepte une carte d'assurance santé qui rend possible une consultation sans effroi financier. À l'aéroport, des familles débarquent en tenant un dossier où des cases ont été cochées. Point gagne, vie à inventer. Rien de cela ne fait frissonner un écran comme une idylle clandestine. Tout cela, pourtant, fait battre un pays. Et l'intime, dans tout ça? Les biographes sérieux en fouillent. Il y a un mariage long, complice, Toukise, Geoffrey et Patricia, des déménagements, des salons, des fatigues, des rires. Les rumeurs appartiennent au capital, les preuves, aux archives. Or les archives racontent une femme d'esprit qui refusa de jouer la statue, un homme d'État qui préféra la mécanique des compromis. Au coup d'éclat romantique. Quand on les cherche, avec d'autres phares, on trouve surtout d'autres femmes, autour d'eux, des étudiants, des journalistes. Des militantes, des ambassadrices, des amis, la conversation, pas la transgression. Peut-être que la vraie intrigue, amoureuse, chez les Pearson, c'est cette fidélité à l'intelligence partagée, l'art de garder. La discussion ouverte, l'humour comme pare-feu, la loyauté comme habitus. Et si cela frustre le feuilleton, tant mieux, le monde est déjà assez lourd de romances mensongères. Voilà comment s'achevait, provisoirement, le troisième mouvement, un pays qu'on aura des places d'un cran sans l'arracher à lui-même. Un couple qui aura tenu la note exacte entre la gravité et le sarcasme, et, au loin, déjà, la silhouette d'un successeur qui danse avec la caméra. La dernière image, un soir de février 1968, Ottawa scintille sous le gel. Pearson referme un dossier, regarde la feuille rouge claquer dans le vent noir. Marion passe dans le cadre, rafle 2 tasses, dit quelque chose de trop court pour être capté par un micro et trop juste pour être oublié. Pearson hausse les épaules, esquisse un demi-sourire, se jette discret qui, toute sa vie, aura signifié « on continue ». Imaginez un appartement d'Ottawa à la lumière pâle d'un matin de 1968. Des cartons de dossier, une valise posée de travers, un stylo plume encore ouvert sur un bloc-notes, et le silence étrange des lendemains de pouvoir. Lester B. Pearson décide de partir sans fracas, de déposer les clés d'un pays qu'il a patiemment réorganisé, et de passer le relais à une génération nouvelle qui danse déjà avec les caméras. La politique n'a pas tout à fait fini avec lui, pourtant. Car, dans cette clairière que lui laisse la retraite, une autre histoire s'avance, celle d'un homme qui transforme ses convictions en institution durable et qui, jusque dans la maladie, refuse de romancer son propre mythe. Le premier chapitre de cette seconde vie ne se joue pas dans une capitale nationale, mais dans une maison de verre qui regarde le monde en plan large. La Banque mondiale lui confie, en 1968, une commission internationale sur le développement. Pearson accepte la tâche avec ce sérieux sans emphase qu'on lui connaît. Il écoute, recoupe, chiffre, puis rédige avec ses collègues un rapport à la fois technique et politique. Le titre, Partners in Development, n'a rien du slogan, c'est un mode d'emploi. Si l'on veut une paix durable, il faut un transfert réel de ressources, d'attention et de respect du Nord riche vers le Sud pauvre. Le rapport, remis en septembre 1969, devient une borne, on s'y référait, on le critique, on le discute, mais on ne l'ignore pas. Dans les archives de la Banque mondiale, on trouve la trace soigneuse de ce travail, la Commission Pearson, dissoute après remise du rapport, les liasses d'analyse, le diagnostic qui appelle un effort coordonne. À Ottawa, presque au même moment,
on l'invite à donner une architecture à une vieille intuition. La connaissance peut être un outil de développement en soi. Le gouvernement crée en 1970 le Centre de recherche pour le développement international, CRDI, IDRC. Pearson en devient le premier président du Conseil des gouverneurs. L'idée paraît administrative, elle est en réalité radicale, financée, dans les pays eux-mêmes, des recherches utiles à long terme. Plutôt que d'imposer des solutions importées. Entre deux réunions, Pearson se rend sur un campus, Carleton University, où il devient chancelier et enseigne l'histoire et la science. Politique, réinstallant sa haute silhouette derrière un pupitre comme au temps d'avant les projecteurs. Et puis, il y a ce projet qui lui tient au cœur parce qu'il ressemble à sa biographie, une école internationale qui ferait de l'éducation une force de paix. Sur la côte Pacifique, près de Victoria, né en 1974, 2 ans après sa mort, le Lester B. Pearson United World College of the Pacific, lève par l'énergie de ses alliés comme un mémorial vivant. Pearson avait visité l'Atlantic College au pays de Galles en 1969, convaincu qu'il fallait davantage de lieux où des adolescents de partout apprennent à débattre sans se détruire. À Metchosin, l'école portera son nom. Chaque rentrée, les drapeaux du monde y claquent au vent comme une réponse à Suez. On peut apprendre à faire société, à 17 ans, avec des livres et des amis venus de 100 pays. Pendant que ces institutions prennent forme, Marion continue d'exercer son art, dégonfler les grands mots avec un trait d'esprit. On la cite, on la redoute, on l'adore, et surtout, on l'écoute. Je l'ai épouse pour le meilleur et pour le pire. Je ne l'ai pas épouse pour le déjeuner, la phrase devient un classique, reprise dans les anthologies de citations. Derrière chaque homme à succès se tient une femme, surprise, autre coup d'épingle. Elle raille les chapeaux imposés par le protocole, moque la révérence à l'assiette devant le gouverneur général, et rappelle que la démocratie est une conversation, pas une liturgie. Ces dates à elle s'inscrivent dans les dictionnaires, née à Winnipeg en 1901, décédée en 1989 à Toronto, Marion Pearson de Hurla. Voix libre qui accadre l'homme d'État sans le diminuer. Par endroits, le monde extérieur frappe brutalement à la porte du récit. Été 1967, un général français traverse le Québec au pas de parade et lâche au balcon de l'hôtel de ville de Montréal un slogan qui fait l'effet d'une détonation, « Vive le Québec libre ». Pearson, d'ordinaire si lisse, durcit le ton, les Canadiens n'ont pas besoin d'être libérés. La crise diplomatique est immédiate, le visiteur repart, le pays découvre, stupéfait, que les symboles sont autant de braises que de bannières. Cette scène, désormais canonique dans les anthologies politiques, confirme ce que l'on avait vu à Suez, Pearson protégé à dignité de chacun, mais il protégeait d'abord la maison. 2 ans plus tôt, un autre épisode avait dévoilé l'élasticité de ses nerfs, son discours à Temple University, le 2 avril 1965, proposant une pause dans les bombardements américains au Nord-Vietnam. Les documents officiels permettent de lire le texte dans sa sobriété. Appel à ouvrir une fenêtre pour la négociation. Le lendemain, la légende veut qu'à Camp David, Lyndon B. Johnson lui ait servi une colère texane restée dans toutes les mémoires. Les archives confirment la rencontre au sommet et la demande de pause, le verbe exact, la phrase au tapis et au pisson-maille. Rug, reste, selon les historiens, du Côte du rapporte. Ce qui est sûr, c'est la sortie publique de Pearson, diplomate jusqu'au bout, conférence de presse aimable, minimisation de l'orage. Et continuation du dialogue. Il y a aussi la manière dont l'histoire, reconnaissante, rebaptise ces lieux. En 1984, l'aéroport de Toronto prend officiellement le nom de Lester B. Pearson International Airport, clin d'œil à l'enfant de Newton Brooke et au Nobel qui adonne des casques bleus au monde. Dans les années 1990, le Canada fonde un centre de formation au maintien de la paix à Cornwallis, en Nouvelle-Écosse, le Pearson Peacekeeping Centre qui formera, avant sa fermeture en 2013, des milliers de militaires et civils aux opérations de paix. Et, chaque année depuis 1979, l'Association canadienne pour les Nations Unies décernait la Pearson Peace Medal à un Canadien non l'œuvre. Rappelle ses causes, droit, médiation, multilatéralisme. Les lieux et les médailles prolongent une méthode, préférer la couture au coup d'éclat, l'invention institutionnelle au panache solitaire. Revenons pourtant à l'homme qui, au même moment, s'amincit à vue d'œil. En 1970, on l'opérait à l'œil droit, une tumeur.
Les journaux de l'hiver 1972 parlent, à mots feutres, d'un pronostic sombre. Le 27 décembre, à 23h40, il s'éteint à la maison, à Ottawa. On l'inhume au cimetière McLaren, à Wakefield, tout près d'autres grands serviteurs du ministère des Affaires extérieures H. au Rhum, Norman Robertson, comme si la diplomatie canadienne tenait à dormir en conversation. Les notices biographiques rassemblent ces dernières lignes avec pudeur, le chancelier de Carleton jusqu'à l'automne, l'écrivain de Mémoire, Mac, 1972-1975, le président de commission, l'architecte discret. La suite appartient à ceux qui restent. Geoffrey, leur fils, diplomate, épouse Landon Pearson, qui deviendra sénatrice et farouche défenseur des droits de l'enfant. Leur fille, Patricia, mènera sa vie loin des estrades. Quand on parle des relations de Pearson avec les femmes, ce ne sont pas des conquêtes qu'on recense, mais une constellation. Marion, l'ironie tendre, Landon, l'engagement social, des collègues, des journalistes, des étudiants, un cercle où la parole circule sans servilité. Les biographies sérieuses sont formelles, on n'y trouve pas la matière des feuilletons, mais l'épaisseur d'un mariage long, exubérant. D'esprit, et de liens familiaux voués au service public. Et puis il y a les honneurs, non pas les rubans pour le ruban, mais les signes d'un héritage assuré. Pearson reçoit, le 28 juin 1968, la dignité de compagnon de l'Ordre du Canada, décoration qu'il a lui-même contribué à instituer elle. Année précédente au nom d'une idée simple, reconnaître chez soi l'excellence sans se prosterner devant les titres importe. En 1971, la reine lui accorde l'Order of Merit, distinction rarissime dans le Commonwealth. Ces rubans disent autre chose qu'une carrière, ils disent la cohérence d'une posture, servir sans hausser la voix. Et si l'on devait condenser le tout en une scène finale, ce serait peut-être un plan d'hiver sur la colline du Parlement, la flamme du centenaire vacille dans le vent, la feuille d'érable neuve claque contre un ciel dur, et, plus loin, un étudiant traverse la neige. Avec un livre sous le bras, un ouvrage sur le maintien de la paix, un autre sur Partners in Development. Dans la poche de son manteau, un billet d'avion porte le code YYZ. À Victoria, un autre jeune lira un poème lors de la soirée One World du Pearson College. Et dans un salon de Mississauga, une médaille portant le nom d'un grand ministre canadien attend son prochain lauréat, quelqu'un qui aura sauvé des vies non pas par des hurlements, mais par la persévérance. Le style Pearson, autrement dit, faire de l'émotion, oui, mais à la condition qu'elle soit utile, offrir aux passions publiques. Une sortie honorable, inventer des symboles qu'on peut vivre au quotidien. Le rideau tombe. Pas sur un secret sulfureux, pas sur une liste de non-chuchotes, mais sur une œuvre tenue par deux mains, celle d'un diplomate qui croyait que la paix s'ingéniait, et celle d'une femme d'esprit qui croyait que la démocratie se rit des postures. À la fin, la rumeur s'épuisait, les archives restent. On y lit noir sur blanc ce que l'oreille aime trop enjoliver. Un prix Nobel de la paix, 1957, pour avoir imaginé une force d'interposition. Une réplique ferme à un allié ou à un ami trop sûr de lui, des institutions qui survivent à la mode des décennies, des honneurs sobres, reçus tard, pour service rendu, et un pays qui, par petites touches, a appris à se regarder autrement.